On voit que depuis les temps anciens, un certain royaume a toujours connu un type particulier de monstres qu'ils appellent les grésés. Ces monstruosités ont toujours apporté toutes sortes de désastres au peuple. L'empereur, qui est le souverain suprême, est responsable du gouvernement du pays et possède un pouvoir apocalyptique qui lui permet de prédire l'avenir. D'autres familles dotées de pouvoirs surnaturels sont les ministres de l'empereur. Ces familles servent l'empereur de génération en génération, et grâce à leur aide, le royaume a pu protéger le pays contre les dangers étrangers. Au cours de ce processus, certaines personnes possédant des capacités spéciales ont perdu la vie en essayant d'éviter de causer un danger. Les âmes de ces personnes aux super-pouvoirs ont été scellées dans des insectes maris, puis enfermées dans une tombe spécialement construite dans le château d'Alto. Mio est la fille aînée née dans l'une de ces familles, appelée Sori. Elle a perdu sa mère peu de temps après sa naissance, et son père n'a pas hésité à épouser son ancienne amante. Comme le mariage de ses parents est politique, le père de Mio donne bientôt naissance à un autre enfant, Kaya, qui possède la capacité de voir les êtres étrangers. Mio, quant à elle, est reléguée au rôle de simple servante dans la maison de son père. Lorsque Mio atteint l'âge adulte, sa famille la marie à Kiyoka Kudo, de la famille Jang. Les préparatifs de l'engagement de Kaya battent leur plein lorsque Monsieur Kuji, en voyant Mio, lui demande pourquoi elle est habillée et porte ses bagages. Il éprouve de la compassion pour elle, conscient qu'il ne peut rien faire pour l'aider, mais Mio pense autrement. Elle espère enfin être heureuse après son mariage. Kaya interrompt bientôt leur conversation en traînant Monsieur Kuji, son fiancé, avec elle. Mio poursuit sa route. Sa belle-mère et sa demi-sœur bavardent sur l'homme impitoyable que Mio va épouser et sur le fait que plusieurs jeunes filles de familles nobles ont fui à cause de sa cruauté. La belle-mère de Mio espère qu'elle disparaîtra de ce monde comme sa mère. Mio arrive dans sa nouvelle demeure et entre dans la maison de son mari, Kudo Kiyoka, issu d'une famille célèbre et chef de la maison à 27 ans. En entrant, elle se demande quel genre d'homme il peut bien être, d'après les rumeurs qui circulent sur lui. Elle arrive enfin à la maison intérieure, salue son mari, qui l'ignore un moment avant de l'informer qu'elle doit obéir à tous ses ordres, même s'il lui demande d'arrêter de respirer. Il remarque qu'elle accepte ses ordres sans la moindre résistance, puis se détourne pour continuer ce qu'il faisait. Mio se réveille d'un rêve où elle voit sa mère, ce qui devient une habitude ces derniers temps. Elle se lève en hâte pour aller à la cuisine, comme elle le faisait toujours dans la maison de son père. Yuri, qui est comme une mère pour Kiyoka, est effrayée en voyant Mio dans la cuisine, mais elle réalise vite que la jeune maîtresse est désolée d'avoir pris cette initiative. Elle la rassure et lui propose de travailler ensemble avant que le jeune maître ne se réveille. Une fois le repas prêt, Yuri et Mio servent le petit déjeuner à Kiyoka, mais celui-ci insiste pour que Mio goûte le plat. Cependant, Mio, dont la confiance en elle a été détruite par sa famille, pense qu'elle n'a pas le droit d'y toucher. Elle reste silencieuse, incapable de prononcer un mot, ce qui donne à Kiyoka l'impression qu'elle a peut-être empoisonné la nourriture. Il s'éloigne, irrité, laissant les deux femmes à genoux. Au sein de l'unité spéciale anti-grotesque, où se trouve le bureau de Kiyoka, son assistant et amigo lui apporte une liste de candidats pour les nouvelles recrues, parmi lesquels il doit en choisir au moins 5. Il remarque l'humeur sombre de Kiyoka et soupçonne que cela a un lien avec sa nouvelle fiancée ou que Yuri l'a réprimandée. Il décide de le taquiner pour l'énerver. Alors qu'il marche dans les couloirs de l'installation, Kiyoka montre à Go un oiseau qu'il a ramassé le matin même lors d'une patrouille. Malheureusement, personne ne semble savoir ce que c'est, même après l'avoir montré à plusieurs collègues. Il pose l'objet sur une table pour l'observer, et il explose soudainement. Heureusement, Kiyoka parvient à contenir l'incident. Kiyoka se rend aussitôt au quartier général de l'état-major de l'armée pour rencontrer le directeur général Sudu Suji et le ministre de la maison impériale, le grand intendant Kamoro. Il montre alors Sudu l'oiseau, qui a changé de forme. Après l'explosion, Kamura reconnaît heureusement qu'il s'agit de l'insecte qui sommeille dans les terres funéraires. Ces créatures sont connues pour être rebelles, après avoir vécu une fin de vie douloureuse, et elles gardent une haine profonde envers le monde physique. Il les informe d'une prédiction selon laquelle l'insecte réapparaîtra dans la capitale. Après avoir écouté tout ce que Kamura a dit, Kiyoka pense que l'insecte n'est pas simplement réapparu par hasard, mais que quelqu'un a dû exposer les terres funéraires. Il délibère sur la question, et Lorsu révèle qu'ils n'ont même pas assez de main-d'œuvre pour maîtriser ces insectes si jamais ils venaient tous à être libérés. Kiyoka offre l'aide de l'unité spéciale anti-Ro pour s'occuper des insectes dans la capitale. Au cours de leur discussion, Monsieur Tsuki Arata, de l'ancienne compagnie commerciale Suuki Trading, les rejoint.
Kamura présente le jeune président aux autres et les informe qu'ils auront besoin des talents de négociateur d'Arata, même s'ils ne possèdent aucun don spécial comme les autres. Plus tard dans la soirée, Kyoka rentre chez lui, et Mio est la première à l'accueillir, s'excusant pour l'incident du matin. Il l'ignore et rentre à l'intérieur, mais ses excuses insistantes finissent par attirer son attention. En la regardant de plus près, il remarque que ses mains sont couvertes de gerçures et que son kimono est si usé qu'il ne peut même plus être considéré comme ancien. Chose étonnante pour une fille issue d'une famille noble. Il pense alors qu'elle est vraiment étrange et différente des jeunes filles précédentes, comme Yuri le lui avait déjà mentionné. Il se lève ensuite et s'excuse pour aller prendre son bain. Mio le suit jusqu'à la salle de bain et observe avec admiration la façon dont il utilise son don pour chauffer l'eau du bain, une chose qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il lui demande pourquoi elle est toujours si prompte à s'excuser à la moindre occasion, et lui explique qu'il n'était pas en colère contre elle le matin, il se montrait simplement prudent. Il lui ordonne de préparer le petit déjeuner du lendemain, tout en la menaçant de la punir si elle l'empoisonne. Il la regarde un instant et lui tend un sachet d'herbes pour qu'elle les ajoute à son bain. Pendant qu'elle fait infuser les herbes dans l'eau, Mio commence à se sentir mal de ne pas posséder de don, malgré son appartenance à la famille Sori. Elle se dit qu'elle n'est pas digne de son seigneur et qu'une fois qu'il découvrira la vérité, il la chassera immédiatement. Le lendemain, Mio se réveille d'un autre rêve effrayant. Elle se lève et se rend presque aussitôt à la cuisine, car le matin est déjà là. Elle se souvient qu'à la maison de son père, elle n'avait pas le droit de manger à moins de préparer le repas elle-même. Peu après, elle sert le repas à Kyoka, accompagnée de Yuri. Il leur dit de manger aussi. Lorsqu'il goûte le plat, il le trouve étonnamment délicieux et félicite Mio pour sa cuisine. Immédiatement, elle éclate en larmes, laissant les deux autres se demander ce qui ne va pas. En réalité, c'est la première fois que quelqu'un complimente sa cuisine, et elle est si submergée de joie qu'elle ne peut retenir ses larmes. Kyoka lui demande d'arrêter de s'excuser et continue de manger. Avant de quitter la maison, il demande à Yuri de lui faire un rapport détaillé sur la routine de Mio à son retour, car il a l'intention d'enquêter sur la famille Sori. À l'extérieur, on apprend que la famille Tatsui a hérité du don de manipuler les objets. Il prévoit de former une alliance matrimoniale avec les Sori, qui possèdent le don de contrôler le vent. Dans la maison des Sori, les préparatifs du mariage de Kaya sont en cours. Pendant ce temps, les chefs des deux familles se réunissent, et la famille Tatsui n'est pas contente, car il avait été convenu au départ que Mio épouserait leur fils aîné, tandis que Kaya devait épouser Kuji. Au travail, Kyoka charge ses informateurs de lui rapporter des informations sur la famille de Mio. Il informe Go que Mio n'a aucun don, et que c'est pour cette raison que sa famille l'a maltraité. Il est surpris d'apprendre que Yasumi est la mère biologique de Mio. Il entraîne Go à part pour confirmer le rapport, car la famille Yuba à laquelle appartenait Yasumi s'est cachée depuis longtemps. Suuki, qui écoute la conversation, révèle que la famille Yuba possède le don d'interférer avec l'esprit des gens. Kyoka s'approche alors pour savoir ce qu'il sait à propos de cette famille. Suuki, grand voyageur, explique les pouvoirs mentaux des Yuba à Kyoka, mais reste surpris de constater que Kyoka, réputé pour être froid envers les femmes, commence à éprouver de l'intérêt pour sa fiancée. De retour à la maison, Yuri fait un compte rendu à Kyoka des activités de Mio. Avant d'entrer dans la maison principale, Kyoka aperçoit Mio marchant silencieusement. Il l'appelle et lui demande de l'accompagner lors de son prochain jour de congé, afin qu'ils puissent se promener ensemble en ville, car elle n'est pas sortie depuis son arrivée. Mio est émerveillée, car elle n'a jamais été autorisée à quitter la maison des Sori et ne connaît donc rien de la ville. Elle espère simplement ne rien faire qui puisse embarrasser son seigneur. Le lendemain, Yuri s'apprête à retoucher le visage de Mio lorsqu'elle remarque que les gerçures sur ses mains ont beaucoup diminué. Mio lui révèle que cela doit être grâce aux herbes que Kyoka lui avait dit d'ajouter à son bain chaque jour. Yuri rit, car le maître a toujours détesté les bains d'herbes depuis son enfance. Mio comprend alors qu'il a fait cela pour elle. Elle suit les instructions de Yuri pendant que celle-ci lui applique du maquillage. Quelques minutes plus tard, Mio accourt vers Kyoka, qui l'attend. Elle le remercie avec insistance de l'avoir attendu. Il l'emmène dans une boutique de vêtements, et Mio ne peut s'empêcher de ressentir de la nostalgie en voyant un kimono qui lui rappelle celui que possédait sa mère. Un peu plus tard, ils vont dans un restaurant traditionnel. Pendant qu'ils mangent, Kyoka lui pose des questions sur sa mère. Pendant tout ce temps, Mio garde la tête baissée en lui répondant. Kyoka lui confie que sa propre mère était absente durant son enfance, et que c'est Yuri qui l'a élevée, lui et sa sœur. Mio laisse échapper par inadvertance qu'ils se ressemblent,
car ils savent tous deux ce que cela fait de grandir sans mère. Elle se rend compte aussitôt de sa maladresse et s'excuse vivement pour avoir osé faire une telle comparaison. Kyoka lui demande alors de relever la tête et de ne pas se rabaisser, car cela le rendrait heureux qu'elle se sente libre de parler ouvertement. Bien qu'elle se sente indigne de le regarder en face, Mio ne peut s'empêcher de désirer passer plus de temps avec lui. Elle lève lentement la tête, jusqu'à croiser son regard. Après avoir quitté le restaurant, il se promène dans les rues, et Kyoka continue de lui poser des questions pour mieux la connaître. Il essaie aussi de savoir si elle dort bien ces derniers temps. Monsieur Tsuki passe par là, aperçoit le couple, sourit et continue son chemin. Le lendemain, Kyoka se rend auprès de l'empereur, dans sa chambre malade, où celui-ci repose. Il lui rend hommage, puis rencontre Takahito, l'héritier du trône et son ami d'enfance. Il met le prince au courant des progrès réalisés concernant les insectes. Inquiet, le prince décide de lui révéler une prophétie incomplète qu'il a eue. Il sait que la mort de son père est imminente et demande à Kyoka de lui promettre de survivre. Bien que l'empereur soit alité, il continue à avoir des visions et révélations de l'avenir. Il exhorte Kyoka à prendre la tête de l'unité spéciale antigrotesque et à servir de bouclier pour protéger le peuple, sans quoi ils souffriront à nouveau. Pendant ce temps, Mio sort en ville avec Yuri pour acheter des ingrédients. Elle réfléchit à une manière de remercier Kyoka de l'avoir emmené en ville et achète donc des fils colorés, en souriant à l'idée de ce qu'elle pourrait en faire. Soudain, une voix familière l'attire de ses pensées. C'est Kaya, sa sœur, surprise de la voir encore en vie. Le cœur de Mio bat la chamade tandis que Kaya s'approche d'elle. Elle tente de retenir ses larmes alors que sa sœur l'insulte et se moque d'elle pour ne pas avoir de dons. Mio s'incline et s'excuse humblement, mais Kaya s'éloigne sans un mot. Fondre presque. Monsieur Tsuki intervient rapidement pour la rattraper et l'aider à s'asseoir. Il la rassure, lui disant que le cauchemar prendra bientôt fin. De loin, Yuri les aperçoit et accourt vers eux, mais avant qu'elle ait le temps de remercier Monsieur Tsuki, il a déjà disparu. Plus tard, Kyoka rend visite à la famille Sori. Il discute avec les parents de Mio et leur fait part de sa réticence à leur offrir une quelconque compensation, car pour des gens comme eux, le mariage n'est qu'une affaire politique. Cependant, il leur propose de leur donner une forte somme d'argent à condition qu'ils présentent des excuses sincères à Mio. Kaya, furieuse contre Kuji pour avoir pris la défense de Mio, aperçoit Kyoka en train de partir et s'extasie sur sa beauté juste devant son fiancé. Plus tard dans la nuit, alors que Kyoka passe près de la chambre de Mio, il entend des gémissements. Il essaie de l'appeler, mais elle ne répond pas. Il entre alors et la trouve en pleurs, murmurant des excuses dans son sommeil. Il prend ses mains glacées, la touche doucement et lui assure que ses tourments prendront bientôt fin. Soudain, une lumière éclatante jaillit, le forçant à se tourner brusquement. Le lendemain, Yuri vient informer Mio qu'elle a une visite. Lorsqu'elle sort, elle est surprise de voir Anna, une servante qui avait été renvoyée pour avoir supplié sa belle-mère de ne pas l'enfermer lorsqu'elle était